Vers 3 heures du matin lors d'une nuit d'été de 1998, l'agent de police David Davis et son chien Renifler Tyler effectuaient une recherche de routine à Darlington, en Angleterre, lorsqu'ils découvrirent quelque chose de troublant dans un jardin abandonné, un sac contenant des restes humains en décomposition. Ce qui semblait initialement être les restes d'un animal mort allait révéler l'une des histoires les plus choquantes de cette ville tranquille de 100 000 habitants. Quelques jours plus tard, la police confirmerait que les restes appartenaient à Julie Patterson, une mère de 4 enfants âgée de 31 ans qui avait disparu quelques semaines auparavant. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que son meurtrier n'était pas un étranger, mais quelqu'un qu'elle avait rencontré dans un pub local, David Harker, un aspirant musicien de 24 ans qui se vantait auprès de ses amis de son désir de devenir le plus jeune tueur en série de Grande-Bretagne. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment une soirée de beuverie dans un pub s'est transformée en l'une des histoires les plus troublantes de Darlington, impliquant du cannibalisme, un tueur qui se surnommait l'homme du diable, et une série d'événements tragiques qui affecteraient 3 familles différentes et changeraient à jamais la façon dont les habitants voyaient leur ville. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner maintenant et activer la cloche pour ne pas manquer d'autres cas comme celui-ci. Les premières années de David Harker annonçaient déjà le monstre qu'il deviendrait. Élevé à Teesside, une région industrielle du nord-est de l'Angleterre, sa jeunesse fut marquée par des incidents violents qui mirent les autorités locales en alerte. Dès son plus jeune âge, il manifestait une fascination morbide pour la violence et un désir insatiable de choquer son entourage. À 16 ans, Harker commit son premier crime violent documenté, une attaque brutale contre 2 hommes et leurs chiens. La nature de l'attaque était particulièrement troublante, car il n'y avait aucune raison apparente autre que le plaisir que Harker semblait prendre à infliger de la douleur. Cet incident aboutit à son premier séjour dans un établissement pour jeunes délinquants, où le personnel remarqua son comportement manipulateur et sa capacité à alterner entre charme et agressivité selon ce qui lui convenait. Pendant son séjour dans l'établissement, Harker commença à développer ce qui deviendrait plus tard sa marque de fabrique, une obsession pour les tueurs en série, particulièrement Jeffrey Dahmer. Il passait des heures à lire sur les tueurs en série et partageait avec d'autres détenus ses fantasmes sur son désir de devenir le plus jeune tueur en série de Grande-Bretagne. Les psychologues de l'établissement notèrent sa tendance à glorifier la violence et son manque total d'empathie envers les victimes. À 18 ans, Harker décida qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il choisit Darlington, une ville tranquille de 100 000 habitants, connue pour son histoire ferroviaire et sa communauté unie. Ce choix n'était pas aléatoire, il savait qu'une ville plus petite, où les gens avaient tendance à être plus confiants et moins méfiants, serait l'environnement parfait pour cultiver sa personnalité manipulatrice. Le déménagement à Darlington représentait, aux yeux de la communauté, une histoire de rédemption. Un jeune à problème cherchant une seconde chance. Personne ne pouvait imaginer que, derrière cette façade de repentir et de désir de changement, Harker ne cherchait qu'un nouveau territoire de chasse, où il pourrait réaliser ses fantasmes les plus sombres loin des regards vigilants de ceux qui connaissaient son passé. À Darlington, David Harker s'est avéré être un maître de la manipulation. Arrivé comme un jeune homme de 23 ans en quête de rédemption, il s'est rapidement construit une image de garçon poli et charismatique. Avec sa taille imposante d'1,90 m et son apparence initialement ordinaire, Harker se présentait comme quelqu'un qui avait laissé ses problèmes derrière lui, gagnant la confiance des habitants locaux avec sa cordialité étudiée. Sa capacité d'adaptation était remarquable. Dans les pubs de la ville, il était connu comme un compagnon agréable, toujours prêt à payer une tournée. Dans les appartements où il vivait, les voisins le décrivaient comme un locataire exemplaire, toujours prêt à aider. Cette capacité à se fondre socialement était son arme la plus efficace, plus les gens baissaient leur garde, plus il lui devenait facile d'identifier des victimes potentielles vulnérables. Cependant, à mesure qu'il se sentait plus en sécurité dans son nouvel environnement, Harker commença à laisser émerger sa véritable nature. Il rejoignit un groupe punk local, pas tant pour l'intérêt musical que pour l'opportunité de construire une nouvelle personnalité. C'est durant cette période que sa transformation extérieure commença à refléter son obscurité intérieure. Les tatouages qu'il choisit pour sa tête n'étaient pas de simples déclarations de rébellion, sous-humains, d'un côté, désordre, de l'autre étaient des manifestes de ses véritables intentions. La métamorphose finale survint lorsqu'il commença à se déclarer homme du diable. Dans les mêmes pubs où il charmait auparavant par sa gentillesse, il montait maintenant sur les tables, criant qu'il pourrirait en enfer. Ce que beaucoup interprétaient comme une performance théâtrale où le résultat de l'alcool était, en réalité, Harker testant les limites de la société, provoquant des réactions et, plus troublant encore, annonçant ses intentions criminelles de manière si ouverte que personne ne les prenait au sérieux. Cette dualité,
le jeune homme poli qui aidait les voisins pendant la journée et l'autoproclamé homme du diable qui effrayait les gens la nuit, n'étaient pas une contradiction, mais plutôt deux faces de la même pièce. Harker avait perfectionné l'art d'exister simultanément dans deux mondes, utilisant sa respectabilité diurne comme couverture pour ses tendances plus sombres. La communauté de Darlington, dans son innocence provinciale, était sur le point de découvrir de la manière la plus brutale qu'elle avait accueilli un prédateur en son sein. Avant de faire la une des journaux en tant que victime d'un crime brutal, Julie Patterson était une femme de 31 ans qui luttait pour reconstruire sa vie. Née à Durham, son enfance fut marquée par la perte prématurée de sa mère alors qu'elle n'avait que 3 ans, une tragédie qui se répercuterait sur ses propres batailles pour la maternité des années plus tard. Ceux qui la connaissaient décrivaient Julie comme quelqu'un qui voulait simplement être aimé et avoir de la stabilité dans sa vie. En tant que mère de 4 enfants, Julie se consacrait intensément à la maternité, malgré les difficultés qu'elle rencontrait. Son frère Michael se souvenait d'elle comme d'une personne joyeuse dans ses meilleurs moments, toujours prête à aider les autres. Cependant, la vie avait d'autres plans pour Julie. Dans une succession de coups dévastateurs, elle perdit la garde de ses 3 enfants aînés, une expérience qui la laissa émotionnellement fragile. La relation avec Alan Taylor semblait offrir à Julie la chance de stabilité qu'elle recherchait tant. Alan lui était complètement dévoué, et ensemble ils eurent un fils. C'était une relation marquée par des hauts et des bas typiques de n'importe quel couple, mais aussi par des moments de véritable bonheur. Il rêvait de déménager sur la côte, où il pourrait recommencer loin des problèmes qui les poursuivaient à Darlington. Cependant, la grossesse de son 4e enfant, au lieu d'apporter de la joie, culmina en une autre perte dévastatrice. Le bébé fut placé en adoption, une décision dont les circonstances exactes restèrent floues, mais qui plongea Julie dans une profonde dépression. Pour faire face à la douleur, elle commença à dépendre du Valium et de l'alcool, développant un schéma de comportement qui inquiétait ceux qui l'aimaient. Julie disparaissait occasionnellement pendant quelques jours, un comportement qui devint si courant que même son compagnon Alan ne s'alarmait plus immédiatement de ses absences. Elle partait simplement, parfois pour un jour, parfois jusqu'à 3 jours, revenant toujours finalement. Cette routine de disparition temporaire serait, tragiquement, ce qui retarderait la découverte de sa disparition finale. Lorsqu'elle rencontra David Harker dans un pub local, personne n'imagina que cette fois, elle ne rentrerait pas à la maison. Dans une nuit d'avril 1998, Julie Patterson rencontra David Harker dans un pub local de Darlington. Pour les habitués de l'établissement, cela semblait juste une rencontre fortuite entre deux connaissances, lui, le jeune homme charismatique que tout le monde connaissait des bars de la ville, elle, une femme vulnérable cherchant de la compagnie après une autre période difficile dans sa vie. Harker, utilisant ses talents de manipulation déjà bien connus, convainquit Julie de l'accompagner dans son appartement. L'endroit, qui serait plus tard décrit par la police comme une scène sortie du film Le Silence des agneaux, était situé dans un quartier résidentiel tranquille de la ville. Ce qui se passa dans les heures suivantes révélerait la véritable nature de l'homme qui se surnommait l'homme du diable. Durant les enquêtes ultérieures, les détails macabres émergèrent à travers les propres aveux de Harker. Après avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec Julie, il trouva une paire de chaussettes près du lit. Ce fut à ce moment que son impulsion meurtrière se manifesta, utilisant les chaussettes comme instrument d'étranglement, il ôta la vie à Julie. Mais l'horreur était loin d'être terminée. Ce qui différencia ce crime d'un simple homicide furent les actions ultérieures de Harker. Il garda le corps dans la cave de son appartement pendant environ 2 semaines, période durant laquelle il commit des actes de profanation qui choqueraient même les enquêteurs les plus expérimentés. Dans ses aveux ultérieurs, Harker prétendit avoir pratiqué le cannibalisme, affirmant qu'il avait découpé de la chair de la cuisse de Julie et l'avait préparée avec des pâtes et de l'ail, une allégation que la police ne put jamais confirmer complètement, mais qui démontrait le niveau de sa dépravation. Dans les semaines qui suivirent, Harker démembra méthodiquement le corps de Julie, séparant les bras, les jambes et la tête du torse. Le torse fut placé dans un sac poubelle et jeté dans un jardin abandonné de Polandland, où il serait plus tard découvert grâce au flair aiguisé du chien policier Tyler. Les autres parties du corps, y compris la tête, ne furent jamais retrouvées, un mystère qui tourmenterait les familles et les enquêteurs pendant les années suivantes. Pendant toute cette période, Harker continua sa routine normale, fréquentant les mêmes pubs où il avait l'habitude de boire. Plus troublant encore, il commença à se vanter du meurtre auprès de ses jeunes amis, décrivant les détails du crime avec un plaisir morbide. Cependant, en raison de sa réputation de conteur d'histoires et de sa tendance à faire des déclarations choquantes pour attirer l'attention, personne ne prit ses aveux au sérieux initialement. L'appartement de Harker gardait des preuves irréfutables du crime.
la police trouva des taches de sang significatives dans la chambre, cohérentes avec le démembrement du corps. Dans le coin de la pièce, il y avait des poèmes et des écrits troublants, incluant des références à la chanson « Becoming » de Pantra, que Harker citait fréquemment, parlant de « renaître avec des yeux de serpent » et de « devenir Dieu ». Sur le mur de la chambre, un seul mot était écrit, le même mot qui serait trouvé sur un couteau récupéré plus tard dans le garage, où une couverture tachée de sang fut découverte dans un récipient en plastique. Dans la cuisine, les enquêteurs trouvèrent des ustensiles domestiques qui avaient été utilisés dans le processus de démembrement, une découverte qui soulignait la nature préméditée et calculatrice du crime. Ce qui rendit cette affaire particulièrement troublante pour la communauté de Darlington ne fut pas seulement la brutalité du crime en soi, mais la révélation qu'un prédateur si sophistiqué avait vécu parmi eux, caché derrière une façade de normalité. Harker n'était pas un étranger qui avait émergé des ombres pour attaquer, il était quelqu'un que la communauté avait accueilli, quelqu'un qui buvait dans les mêmes pubs, marchait dans les mêmes rues et, pendant tout ce temps, planifiait la réalisation de ses fantasmes les plus sombres. La découverte qui changerait à jamais la ville de Darlington commença par une recherche de routine. Vers 3 heures du matin, l'agent David Davis et son chien renifleur Tyler patrouillaient Polland Lane, une zone tranquille de la ville, à la recherche d'une personne disparue non liée à l'affaire. Tyler, un berger allemand entraîné à détecter des traces humaines, changea soudainement de comportement, son museau se leva au vent, et il commença à aboyer avec insistance près d'une clôture. La scène qui suivit semblait sortie d'un cauchemar. En examinant de plus près, Davis trouva un sac qui, selon une résidente âgée locale, était là depuis quelques semaines, contenait supposément un chien mort. L'odeur de décomposition était inconfondable. À l'arrivée de la lumière du jour, la véritable nature de la découverte se révéla, les omoplates humaines étaient clairement visibles à travers le matériau du sac. La nouvelle se répandit dans la ville comme un incendie incontrôlé. Darlington, une ancienne ville ferroviaire quaker d'un peu plus de 100 000 habitants, n'était pas préparée à faire face à un crime de cette ampleur. Les habitants commencèrent à verrouiller leurs portes, à regarder par-dessus leurs épaules et à questionner chaque visage familier. La ville qui était auparavant connue pour sa tranquillité se retrouvait maintenant au centre d'une histoire d'horreur. L'identification des restes mortels comme étant ceux de Julie Patterson déclencha l'une des plus grandes opérations policières jamais vues dans la région. Plus de 800 pistes d'enquête furent ouvertes, et plus de 200 témoins furent entendus. La ville se transforma en un cirque médiatique, avec des journalistes de tout le pays convergent pour couvrir ce qui était appelé le meurtre du cannibale. L'impact sur la communauté fut profond et immédiat. Les pubs locaux, auparavant lieux de rencontres et de socialisation insouciante, devinrent des points de discussion nerveuse sur le crime. Des voisins qui échangeaient à peine des salutations auparavant se réunissaient maintenant pour partager leurs théories et leurs peurs. La découverte que seul le torse avait été trouvé, la tête, les bras et les jambes étant toujours disparus, alimentait les pires cauchemars des habitants. Pour les familles qui vivaient près du lieu de la découverte, la réalité était encore plus perturbante. Une dame âgée avait involontairement cohabité avec les restes mortels dans son jardin pendant des semaines, croyant à l'histoire du chien mort. Cette révélation illustrait comment le mal peut se cacher à la vue de tous, déguisé par la normalité même du quotidien. L'affaire exposa une vérité inconfortable sur la vie dans les petites villes, le faux sentiment de sécurité qui vient de la familiarité. Comme l'observa un journal local à l'époque, ce n'est pas Merseyside, ce n'est pas Tyneside, c'est notre ville. L'idée qu'un meurtrier si brutal puisse vivre et se déplacer librement parmi eux ébranla les fondements même de la communauté. Mais la véritable horreur était encore à venir. Au fur et à mesure que les enquêteurs commencèrent à rassembler les pièces, ils découvrirent que l'assassin n'était pas un étranger qui s'était infiltré dans la ville, c'était quelqu'un que tout le monde connaissait, quelqu'un qui avait bu dans les mêmes pubs, marché dans les mêmes rues et gagné la confiance de dizaines d'habitants locaux. La réalisation que David Harker était parmi eux tout ce temps transforma la peur en quelque chose de plus profond encore, une perte irréparable de l'innocence collective de Darlington. Ce fut un appel anonyme qui finit par faire éclater l'affaire, un des jeunes amis de Harker, après une nuit de beuverie, ne put plus porter le poids du secret. Pour ce jeune homme, la réalisation que les histoires fantaisistes que Harker racontait étaient réelles vint à travers une édition du Northern Echo, où la photo de Julie faisait la une. L'enquête prit un nouveau tournant lorsque les détectives commencèrent à interroger le cercle social de Harker. Un schéma troublant émergea, il avait raconté le meurtre à plus de 20 personnes différentes, mélangeant toujours des détails véridiques avec des références à des films d'horreur et des histoires de tueurs en série célèbres. Son obsession particulière était Jeffrey Dahmer, l'infâme tueur cannibale américain. Quand les enquêteurs arrivèrent à l'appartement de Harker à Darlington,
ils trouvèrent une scène qui dépassait leurs pires attentes. Au-delà des preuves physiques du crime, il y avait une collection troublante d'écrits sur les murs. Entre les poèmes et les manifestes, Harker avait documenté sa transformation en quelque chose de plus grand qu'humain, une référence à la chanson « Becoming » de Pantra, qu'il citait fréquemment comme son inspiration. Dans le garage de l'appartement, une découverte particulièrement macabre attendait les enquêteurs, un couteau avec des inscriptions spécifiques et une couverture ensanglantée soigneusement pliée dans un récipient en plastique. L'analyse médico-légale révélerait plus tard que le sang appartenait à Julie, et les marques sur le couteau correspondaient aux entailles trouvées sur ses restes mortels. L'interrogatoire de Harker révéla un esprit calculateur qui avait planifié non seulement le meurtre, mais aussi sa propre notoriété. Durant les entretiens, il alternait entre des moments de coopération apparente et des explosions de fureur contrôlées. Dans un moment particulièrement révélateur, lorsqu'on l'interrogea sur les parties manquantes du corps, il répondit avec un sourire, « Certains secrets doivent rester enterrés ». La recherche des parties manquantes du corps devint l'une des plus grandes opérations de ce type dans l'histoire de Durham. 50 policiers furent affectés pour fouiller la décharge locale, retournant plus de 20 000 tonnes de déchets. Harker observait les efforts avec une satisfaction apparente, envoyant occasionnellement des indices énigmatiques sous forme de poèmes à la police, tous menant à des impasses. L'aspect le plus troublant de l'enquête fut la découverte d'un journal détaillé où Harker documentait ses fantasmes violents. Le document révélait que le meurtre de Julie n'était pas un acte impulsif, mais l'aboutissement d'années de planification. Il avait étudié méticuleusement les schémas de comportement de tueurs en série connus, adaptant leurs techniques pour maximiser non seulement l'impact du crime, mais aussi sa propre infamie. Pour les enquêteurs les plus expérimentés, l'affaire Harker représentait quelque chose d'unique, un tueur qui ne voulait pas seulement tuer, mais voulait que son histoire soit racontée. Chaque aspect du crime, depuis le choix de la victime jusqu'à la méthode de disposition du corps, avait été chorégraphié pour garantir une attention médiatique maximale. Selon ses propres mots, écrits sur les murs de son appartement, la mort n'est que le début de la célébrité. Le procès de David Harker surprit le système judiciaire britannique par sa particularité. Au lieu de faire face à une accusation de meurtre, il fut inculpé d'homicide involontaire sur la base d'une responsabilité diminuée, une décision qui choqua initialement la communauté. Les psychiatres qui l'examinèrent le classèrent parmi les 4% d'individus les plus perturbés de Grande-Bretagne, une évaluation qui influença significativement le processus juridique. Durant les audiences, Harker maintint une posture qui déconcertait même les professionnels les plus expérimentés du tribunal. Pendant que l'accusation présentait des preuves grotesques de ses crimes, il restait impassible, souriant occasionnellement lorsque des détails particulièrement troublants étaient mentionnés. Sa seule manifestation d'émotion survint lorsque furent présentées les paroles de la chanson « Becoming » de Pantra, qu'il considérait comme son manifeste personnel. Le juge Bennett, en prononçant la sentence, déclara Harker comme « un homme mauvais et exceptionnellement dangereux », le condamnant à la prison à perpétuité avec une recommandation qu'il ne soit pas considéré pour une libération conditionnelle avant d'avoir purgé au minimum 14 ans. Mais la sentence était loin d'apporter une conclusion à cette histoire tragique. L'impact le plus dévastateur fut sur Alan Taylor, le compagnon de Julie. Consumé par la douleur et la frustration de ne jamais avoir pu organiser des funérailles appropriées pour sa bien-aimée, Alan plongea dans une spirale descendante d'alcoolisme et de dépression. La recherche obsessionnelle des parties non retrouvées du corps de Julie devint sa seule raison de vivre, on le voyait souvent errer dans les parcs de Darlington avec une pelle, creusant des trous dans l'espoir de trouver quelques vestiges. 7 ans après le meurtre de Julie, la tragédie connut un nouveau chapitre sombre. Alan Taylor, toujours tourmenté par la perte, assassina son ami John Morrison après une séance de beuverie. Le crime choqua la communauté non seulement par sa violence, mais par sa motivation révélée. Taylor déclara à la police qu'il voulait être envoyé à la prison de Wakefield, où Harker était détenu, pour régler une affaire inachevée. Le dénouement final de cette chaîne de tragédies survint lorsqu'Alan Taylor mit fin à ses jours en prison, laissant une lettre de suicide où il mentionnait Julie et son désir de trouver enfin la paix. Sa mort représentait la 3e vie détruite comme conséquence directe des actions de Harker. Pendant ce temps, dans la prison de haute sécurité de Wakefield, Harker semblait avoir atteint exactement ce qu'il avait toujours désiré, la notoriété. Il refusait de recevoir des visites et maintenait un silence calculé sur l'emplacement des restes de Julie, transformant son secret en une forme de pouvoir sur les familles des victimes. Ses seules communications avec le monde extérieur étaient à travers des lettres énigmatiques envoyées au Northern Echo, où il continuait à provoquer enquêteurs et familles avec de fausses pistes. L'affaire modifia définitivement les protocoles d'enquête à Darlington. La police locale,
qui avait initialement hésité à enquêter sur la disparition de Julie en raison de ses absences précédentes, réforma complètement ses procédures concernant les personnes disparues. Le retard initial dans l'enquête, qui donna à Harker un temps précieux pour dissimuler des preuves, devint un cas d'étude sur l'importance de prendre au sérieux toutes les disparitions, indépendamment des antécédents de la personne. 25 ans plus tard, l'affaire Harker continue de façonner la psyché collective de Darlington. Les propriétaires de maisons hésitent encore avant de creuser dans leur jardin, craignant des découvertes macabres. Les agents immobiliers évitent de mentionner certaines propriétés dans Polandland, où certains appartements restent vides, portant le stigmate silencieux du crime. La communauté a développé ses propres rituels pour faire face au traumatisme. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition de Julie, des fleurs apparaissent mystérieusement à l'endroit où son torse a été trouvé. Personne ne sait qui les dépose, c'est comme si la ville entière participait à un pacte silencieux de commémoration. L'impact sur les pratiques policières a été durable. Le département de police de Durham utilise maintenant l'affaire Harker dans sa formation, soulignant comment les tueurs peuvent se camoufler dans les petites communautés et l'importance de prendre au sérieux les récits apparemment fantaisistes. Une section spécifique de la formation aborde le phénomène des criminels qui annoncent leurs crimes à l'avance, quelque chose que Harker fit à plusieurs reprises. Dans les écoles locales, le nom de Harker est devenu une sorte de légende urbaine, chuchotée dans les couloirs par des adolescents qui étaient de jeunes enfants ou n'étaient pas encore nés quand le crime s'est produit. Les enseignants rapportent qu'ils doivent fréquemment corriger des versions déformées de l'histoire, équilibrant la nécessité de préserver la mémoire de Julie avec le souci de ne pas glorifier son assassin. Michael Peterson, le frère de Julie, a transformé sa douleur en action. Il a créé une fondation qui travaille avec les femmes vulnérables à Darlington, offrant soutien et conseils. Le projet, qui opère discrètement pour protéger la vie privée de ses participantes, a déjà aidé des centaines de femmes à échapper à des situations potentiellement dangereuses. Dans la prison de haute sécurité de Wakefield, Harker a développé une réputation particulière parmi le personnel. Il maintient sa cellule méticuleusement organisée, passe des heures à écrire dans des cahiers que personne n'a la permission de lire, et demande occasionnellement des livres sur l'anatomie humaine, des demandes qui sont systématiquement refusées. Sa seule interaction avec le monde extérieur se fait à travers des lettres énigmatiques qu'il envoie occasionnellement au Northern Echo, chacune contenant des indices codés sur les restes de Julie qui invariablement ne mènent nulle part. En 2018, 20 ans après le crime, le superintendant en chef David Jones, sur le point de prendre sa retraite, fit une dernière tentative pour obtenir des réponses. Il rendit visite à Harker en prison, espérant que 20 ans de réflexion auraient pu le changer. La rencontre dura moins de 5 minutes. Harker garda les yeux fixés sur un point distant du mur et ne parla qu'une fois, pour dire « Certaines histoires n'ont pas de fin ». Les gardiens de prison rapportent que Harker maintient un rituel particulier, chaque soir, avant de dormir, il fait exactement 9 pas dans sa cellule, le même nombre de parties en lesquelles il divisa le corps de Julie. C'est comme si, même après 2 décennies, il continuait à revivre son crime, le transformant en une sorte de danse macabre. L'affaire a fondamentalement changé la façon dont Darlington se perçoit. La ville qui s'enorgueillissait autrefois d'être un endroit où tout le monde connaît tout le monde porte maintenant une sagesse plus sombre. Les habitants ont appris que la familiarité n'est pas la même chose que la connaissance, et que les monstres les plus dangereux sont souvent ceux qui savent se fondre dans la masse. Pour la nouvelle génération de policiers à Darlington, l'affaire Harker est devenue une sorte de test final. Chaque nouveau venu finit inévitablement par être impliqué dans une nouvelle recherche liée à l'affaire, soit en enquêtant sur une piste anonyme, soit en vérifiant une zone précédemment non explorée. C'est comme si la ville ne pouvait pas vraiment aller de l'avant jusqu'à ce que le dernier chapitre de cette histoire soit écrit. En 2024, Harker reste le prisonnier le plus notoire de Wakefield, non pas par le nombre de ses victimes, mais par la nature calculatrice de son unique crime et son refus de fournir une conclusion. Alors que d'autres assassins finissent par montrer du remords ou tentent de négocier des informations contre des privilèges, Harker semble savourer son rôle de gardien d'un secret qui continue de tourmenter une ville entière. Si cette histoire vous a autant marqué qu'elle a marqué la ville de Darlington, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Chaque inscription nous aide à continuer à raconter des histoires qui, aussi difficiles soient-elles, doivent être rappelées. À la prochaine histoire.